Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Médien TV. Mon invité ce soir, une icône du monde sportif, une mémoire vivante du sport au Maroc, un demi-siècle d'histoire de carrière avec pour dénominateur commun le journalisme sportif. Et alors, c'est le nom du livre qu'il vient d'écrire, une autobiographie pas comme les autres. Chaque épisode ne suit pas un ordre chronologique, c'est une photographie qui capture un moment de son histoire, un instant figé dans le temps qu'il nous raconte. Un recueil donc de vécu qui a forgé la personne qu'il est aujourd'hui et façonné sa vision du monde, un monde rempli d'amour, un amour inconditionnel pour le sport, un amour pour sa patrie, le Maroc qu'il a choisi. Un amour partagé car malgré vos origines italiennes, vous avez choisi le Maroc et le Maroc vous a choisi. Lino Bacco, vous êtes notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir, à vous. C'est un plaisir de vous recevoir dans l'invité de la rédaction. Je rappelle que vous êtes donc journaliste. Vous êtes également cofondateur de Radio Mars. Merci d'avoir accepté. Je vous remercie de l'invitation, Myriam, comme vous dites. En fait, ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est mon grand-père. Ce sont mes grands-parents, puisqu'ils ont émigré de la Sicile vers la Tunisie, et ensuite de la Tunisie vers le Maroc. Voilà. Mon grand-père est arrivé, a débarqué avec ma grand-mère en octobre 1912. Cette belle histoire d'amour. 1913. Une belle histoire d'amour qui a commencé avec votre grand-père. Vos parents sont nés au Maroc. Vous êtes né également. Mes parents sont nés, au Maroc. Ma mère est Batia, quartier de l'Océan. Donc c'est ici que tout a commencé. Oui, voilà. Racontez-nous cette première étincelle que vous avez eue et pour le Maroc et pour ce monde du sport. Bon, bah, écoutez, c'est l'histoire de beaucoup de familles siciliennes donc, qui ont émigré dans le Maghreb. Donc, il y avait deux possibilités, soit en Algérie, soit en Tunisie, mais la plupart allaient en Tunisie. Et ensuite, quand il y a eu le protectorat et qu'il y a eu toute une flopée de chantiers qui se sont ouverts au Maroc, donc la construction du port de Casablanca, etc., tout le réseau ferroviaire, routier, etc. Donc, il y avait du travail donc, pour ces émigrés-là. Et donc, ils ont fait le saut de Tunis vers Casablanca. Une histoire que vous racontez, votre histoire dans ce livre que j'ai entre les mains. Un livre qui a son poids. Je suis désolé. Qui a tout son poids. Et alors, du plomb à l'AFM. Il fait presque 2 kilos. C'est ça. Ben, je le sens, mais on le montre aux téléspectateurs. Donc, et alors, du plomb à l'AFM en passant par la lucarne. Vous allez nous expliquer ce titre. Et alors, c'est un petit peu ma signature. Parce qu'en fait, lorsque je n'ai pas envie de prolonger la discussion ou lorsque je suis à court d'arguments, je dis « et alors ?» C'était un bon titre pour un livre alors. Mais alors là, c'est alors avec un point exclamatif, mais un point d'exclamation, mais ça peut être aussi, parce que, et alors, on peut le dire de différentes façons. Bad. Et alors, on peut dire comme ça, on peut dire interrogatif. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, voilà. Et puis, du plomb à l'AFM en passant par la lucarne, c'est un petit peu votre parcours. Voilà, moi, je dois dire que mes plus belles années, pour moi, ce sont, peut-être je vais en choquer d'aucuns, mais ce sont mes années de plomb. Mes années de plomb, moi, je les adore parce que c'était les années 70. Donc, la typographie, le plomb, c'est la typographie. Donc voilà, c'est les linotypistes qui tapent les lignes. La ligne se transforme dans une ligne en plomb. Elle est montée, etc. Donc voilà, donc c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, l'ordinateur, ça passe directement. Bon, il y a les plaques, évidemment, les films et tout ça. Mais c'est pas le même mode d'impression, quoi. En tout cas, un demi-siècle de carrière. Vous êtes passé par la presse, la télévision, la radio, une histoire que vous avez eu envie de raconter et de retranscrire. Oui, donc j'ai débuté en septembre 67, voilà, donc pratiquement, donc au Ouattara du Sahara. Et donc il y avait quelqu'un qui faisait une rubrique sur le football italien. Et c'était un glacier, il avait une pâtisserie glacier à Casablanca. Et il s'est disputé avec son oncle, et donc il a ouvert un glacier sur le même trottoir un petit peu plus loin. Et donc il ne pouvait plus assurer la rubrique. Et il m'a dit, écoute, au Matin du Sahara, il y a Daniel Pilar qui cherche quelqu'un pour la rubrique. Et là, au culot, je suis allé un dimanche soir
je débarque à la rédaction, c'est ce que c'est une rédaction sportive le dimanche soir, tout le monde est sur le pont, et j'arrive avec mon article sur une feuille de papier ministre, et voilà, donc tout a commencé de là. C'est comme ça que votre carrière a commencé. En tout cas, une histoire que vous contez dans ce livre. Un livre, comme je le disais tout à l'heure en préambule, qui ne suit pas un ordre chronologique. C'est des moments un petit peu de vos vécus qui sont capturés, qui sont figés dans le temps et que vous racontez. Donc on peut commencer par la fin, on comprendra quand même ce qui se passe. Absolument. À part, je dirais, les 3 ou 4 premiers chapitres, où c'est un peu la jeunesse d'une passion, comment j'arrive. D'abord parce que je suis dans une famille de sportifs. Mon père, ça a été quand même un grand footballeur. Mon père, une fois, il a marqué 3 buts en 10 minutes. Donc, c'était quand même un record. C'était une inspiration pour vous? Oui, aussi, parce que, en fait, je vivais un petit peu... mon père, il ne parlait jamais de lui. Il ne parlait pas de sa carrière. Et ce que je sais de lui, de sa carrière, je l'ai su par ma mère, mes oncles et ses amis. Alors, eux, ils me disaient... Et toutes les anecdotes que je raconte sur mon père, c'est pas lui qui me les a racontées. D'ailleurs, en tout cas... Et j'ai trouvé les confirmations à la Bibliothèque nationale. Je remercie d'ailleurs la Bibliothèque nationale. Là-bas, j'ai trouvé des petits trésors où j'ai pu remonter le temps et trouver des articles qui concernaient justement certains faits, par exemple. Vous l'avez dit, il y a des images, il y a des histoires qui vous ont été contées et que vous avez racontées à votre tour, parce que vous étiez trop jeune pour vous en souvenir. Là. Un livre qui est rempli d'illustrations. À chaque page, il y a une image. Et donc, il illustre votre vie. Voilà. Oui, parce que en fait... Je pense que moi je suis encore un grand fan de l'écrit, de l'écrit, de l'illustration et tout ça. Alors, je suis en éternel conflit avec, par exemple, Hicham Khlifi, qui est mon associé à Radio Mars, et il me dit ouais, mais ça y est, les gens ne lisent plus, etc. Les gens ne lisent plus, je ne sais pas. Non, parce que là, je viens du Salon de Paris, par exemple. Vous avez 300 000 visiteurs en 3 jours. Le ciel qui va ouvrir justement prochainement. Et là, vous allez voir, il y a des dizaines de milliers de jeunes, de Marocains, toutes les classes qui vont aller, donc ils vont visiter les stands et tout ça. Donc, c'est vrai que les gens lisent peut-être de moins en moins, mais il y a quand même encore... Et puis, l'odeur du papier, moi c'est quelque chose qui me plaît. Moi, je suis incapable de lire un livre, par exemple. Des fois, je reçois des livres qui sont piratés. Un copain, pour vous faire plaisir, il vous envoie un livre, la version digitale, je ne la lis pas. Je suis même si j'ai une tablette, un format plus grand qu'un téléphone, je n'arrive pas à lire. Vous avez besoin de ce contact, du toucher, tourner la page, sensation. Revenir en arrière, voilà. Voilà, c'est ça, c'est... C'est vrai, c'est important. Quand on est lecteur, c'est important. Et alors, donc, un livre qui est décomposé en 3 parties. Oui. La première qui est Jeunesse d'une passion, qui raconte un petit peu votre histoire, très jeune. Ensuite, Plomb, marbre, papier. Et enfin, Les Voix de l'éther. Et là, c'est votre carrière. Oui, Les Voix de l'éther, c'est évidemment, c'est tout ce qui est radio-télévision. Et alors, le titre, si vous voulez, il est mensonger, parce que je dis du plomb à la FM en passant par la lucarne, c'est-à-dire par la télé. Mais non, en fait, j'ai fait de la radio avant de faire de la télé. Dans les années 70, avec Kamal Ahlou, on transmettait les matchs, quelques matchs de l'équipe nationale, par exemple, ou des matchs du championnat du Maroc, à partir du Stade d'Honneur à Casablanca. Et on était... la RTM, moi, je ne vais pas raconter de blagues, c'était la seule radio publique qui avait déjà, qui commentait les matchs en tandem. Alors, on le commentait, Kamal faisait le factuel, et de temps en temps, je faisais un point technique à côté. Voilà. Et ça n'existait pas. Ni à la radio italienne, ni espagnole, ni... Personne ne faisait, peut-être les radios sud-américaines, oui, mais je parle de radio publique. Les radios publiques ne le faisaient pas. Vous étiez précurseur, vous l'avez dit, un parcours riche, en tout cas en aventure. Au cours de ce livre, il y a plusieurs chapitres que vous abordez, plusieurs titres qui interpellent. Tout d'abord, un thé au Sahara.
qui m'a Théo Sahara, interpellée. oui, c'était un raid automobile. Donc, Moulay Ahmed Alaoui avait eu l'idée pour la fête de la jeunesse, au mois de juillet, donc de faire un raid automobile Casablanca, Agadir, Laayoune et retour. Voilà. Donc, et on avait été justement à Laayoune. C'était quelques mois après la Marche verte. Donc, avec beaucoup d'émotion, évidemment, parce qu'on arrivait à Tah, l'ancien poste frontière. D'abord, on s'était arrêté à Tarfaya, on avait été reçu par le gouverneur. Ensuite, on est allé à Tah. Bon, Laayoune, il y avait pratiquement rien. Il y avait un hôtel, le Parador, c'est tout ce qu'il y avait à Laayoune. Les Espagnols n'avaient pas fait grand-chose. Donc, et voilà, donc... Ça a bien changé depuis, en tout cas. Ah oui, absolument, absolument. Et d'ailleurs, je suis fier de ce qui a été fait à Dakhla aussi. Pas seulement Laayoune, mais Dakhla, et puis Smara et tout ça. Donc, En tout cas, on ne peut parler de cet ouvrage sans aborder la Coupe du Monde. Et vous en parlez aussi, Qatar ou le moment marocain. C'est le titre que vous avez donné à ce chapitre, un moment historique, bien évidemment, qu'on va garder en mémoire, certainement. C'est vrai. Bon, mais alors, je suis obligé de vous parler citer une petite anecdote. J'étais avec le président Larcha et je lui ai dit, vous savez, président, vous avez une équipe pour aller au moins en quart de finale. Et ça, je lui ai dit ça au mois de septembre, à 3 mois du mondial. Il me regarde, il me dit, Lino, en demi-finale. Je dis, bon, il ne faut pas exagérer. Les projections étaient bonnes, en tout cas. Il m'a dit, tu vas voir, en demi-finale. Et en fait, il faut y croire. Bon, un moment d'émotion, en tout cas, que vous avez vécu. Moi, jusqu'en quart de finale, j'y croyais. Bon, j'ai eu beaucoup d'émotions, la fameuse vidéo qui a tourné et tout ça. Une fameuse vidéo, effectivement. Qui a tourné. Bon, ça, c'était le dernier match, après le match contre... le dernier match qualificatif. C'était pas le match le plus important. C'est le match le plus important parce qu'on sortait des poules, évidemment. Donc, ce qu'on n'avait pas pu faire en 2018, 4 ans plus tôt. Mais il a suscité beaucoup d'émotions en vous, en tout cas. Et je me suis dit, là, j'étais soulagé. Et en fait, j'étais le seul qui était tranquille. On allait au stade, la même configuration, même chauffeur, même voiture. Moi, j'étais à côté du chauffeur. Derrière, il y avait Birou, il y avait Chafrifi, tout ça. Adil Omari, on ne bougeait pas de place dans tout ce qu'on était. Donc, on respectait les codes. Ils étaient tous crispés. Le seul qui était tranquille, c'était moi. Voilà. Eh bien, écoutez, vous avez bien fait d'être tranquille. Il y a aussi ce chapitre, la fuite des crampons. La fuite des crampons à l'étranger. La fuite des crampons à l'étranger, justement, c'est dans les années... Ça interpelle aussi, on veut comprendre pourquoi la fuite des crampons. La fuite des crampons, parce que, bon, il y avait beaucoup de footballeurs donc, qui quittaient le Maroc et qui allaient jouer à l'étranger, qui allaient jouer en France en particulier. Voilà, donc... et on disait qu'il fallait quand même retenir le footballeur marocain voilà, sur les terrains locaux et essayer d'endiguer un petit peu cette hémorragie de joueurs qui partaient et qui affaiblissaient les clubs. Voilà. Merci à vous en tout cas, Monsieur Lino Bako, d'avoir été notre invité ce soir. C'était un plaisir, un honneur de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes journaliste et cofondateur de Radio Mars et que vous venez d'écrire donc ce livre que j'ai entre les mains. Et alors, du plomb à la FM en passant par la lucarne. C'est moi qui vous remercie, Myriam. Merci à vous, c'était un plaisir. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.